des gens plus pauvres et qui créaient des fabriques pour que les gens aient du travail, voilà, et qui étaient capables non seulement de donner de son temps à la ville, mais de donner aussi de ses propres biens. Et c'est entre autres pour ça qu'il a pu passer la période révolutionnaire sans trop de difficultés. L'autre influence, et entre autres qui était aussi importante, c'est évidemment l'influence chrétienne. Et ça qui est intéressant, c'est de voir que dans cette famille Robert de Landenay, il y a un mélange intéressant, un équilibre assez intéressant entre des préoccupations sociales et une forte conviction catholique. Et Jean-Marie de Landenay, on peut le dire, a été très marqué et par son père et par sa mère, même s'il a perdu sa mère très tôt, il avait 7 ans quand sa mère il avait 9 ans, pardon. 9 ans quand sa mère est décédée. Mais il n'empêche que l'éducation chrétienne qu'il a reçue d'elle et cet appel à la charité, cet appel à l'attention aux autres a toujours été très, très marqué chez lui à partir de là. Donc première influence, je passe assez rapidement, l'influence familiale. Une deuxième étape qui l'a énormément marqué et qui explique une partie de son action, c'est qu'étant né en 1780, vous voyez donc qu'il avait 9 ans au début de la Révolution française, et si on considère que la Révolution française s'est terminée en 1799, au 18 Brumaire, il avait donc 19 ans. Ça veut dire que de 9 ans à 19 ans, une partie de son enfance et une partie, toute sa jeunesse, a été dans s'est déroulée au milieu de ces événements difficiles, tragiques à certains moments, de la Révolution telle qu'elle a été vécue, en particulier à Saint-Malo pour lui. Et on peut dire que son caractère, pour une part, et ses convictions ont été forgées à travers cette période-là. La troisième étape qui l'a énormément marqué et qui est très révélatrice de ce qui va vraiment être à l'origine de son action, c'est la période où il était en responsabilité du diocèse de Saint-Brieuc. Là, il a pu toucher du doigt, ce qu'il savait peut-être, mais en se déplaçant dans son diocèse, en allant à la rencontre des personnes, en le gérant, il a pu véritablement toucher du doigt l'état de la Bretagne post-révolutionnaire et en particulier constater combien cette province était appauvrie, combien elle était divisée, combien elle était, défaite de ses structures, déstructurée. Et à travers ça, il a été très très sensible aux pauvres, qui étaient ceux qui en souffraient le plus, et parmi les pauvres, ceux qui étaient les pauvres, parmi les pauvres à ce moment-là, pour lui, c'était les enfants. Et il les voyait, que ce soit à Saint-Brieuc ou dans les autres villes, traînant dans les rues, ou perdus dans les campagnes, ou à des tâches particulièrement pénibles. Voilà. À travers ces expériences-là, il y a quelque chose qui s'aiguise en Jean-Marie de Landenay. J'aurais envie d'appeler ça, c'est son regard particulier, et c'est le regard qui est le regard des fondateurs, quel qu'il soit. C'est pas propre à Jean-Marie de Landenay, mais ça peut être intéressant d'avoir un tout petit peu de temps pour analyser ce qu'est un regard de fondateur. C'est un regard, c'est une capacité d'abord, c'est une capacité à voir. Une capacité à voir ce que les autres peut-être ne voient pas si bien. C'est-à-dire à voir la réalité, mais la réalité dans tous ses aspects, telle qu'elle se présente, ce qui est en relief, mais aussi ce qui est en creux. Une capacité non seulement à voir ce qui se passe, mais à en comprendre les causes et aussi à les conséquences, à se projeter dans l'avenir. On pourrait dire une capacité à lire les événements. Et donc ce que voit Jean-Marie de Landenay, quand il est vicaire à Saint-Brieuc, je vous l'ai dit, c'est les enfants, la délinquance des enfants, l'abandon dans lequel ils vivent. Il comprend, il perçoit les risques qu'ils encourent, etc. Et il le dit dans un certain nombre de textes. Alors je ne vais pas faire énormément de citations ce soir parce que ça allongerait un peu le propos, mais je vous en propose une tout simplement là. Tous les jours
Alors, ça a été écrit aux alentours des années 1812, etc. Après, 1814 et après. Tous les jours, les magistrats sont épouvantés du grand nombre de jeunes gens âgés de 15 à 18 ans que l'on traduit devant eux. Et ils, les magistrats, frémissent d'avoir à punir dans un âge si tendre des crimes savants qui supposent l'art de scruter le mal et l'habitude d'en calculer froidement les conséquences affreuses. Le style est un peu vieillot, je le reconnais, mais on voit que déjà à l'époque, on s'inquiétait de la délinquance juvénile. La première chose que les fondateurs ont, c'est cette capacité à voir. Deuxième chose qu'ils développent, de manière un peu particulière, c'est une capacité à sentir, une capacité à ressentir, une espèce de sensibilité particulière, un sixième sens qui les alerte, qui les font frémir devant le besoin des hommes et des femmes de leur époque. Ils se refusent, tout ce qu'ils sont, à passer sans voir, ou à faire semblant de ne pas voir le mal qui est autour d'eux. Hein, ils sont un peu les... Vous vous rappelez le texte du bon samaritain, le lévite qui passe, le grand prêtre qui passe sans trop voir le blessé. Ben voilà une attitude qu'il récuse profondément. Et ce que Jean-Marie Lamennais va ressentir, mais fortement, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va non seulement l'alerter, qui va l'alarmer, quelque chose qui va lui faire mal, c'est plus qu'une inquiétude, c'est plus qu'une remise en cause, c'est justement la souffrance des enfants. Et il a une formule qui est assez forte, hein. Il reprend pour la dire un passage d'évangile, hein, il brode un peu autour de Matthieu 25 sur le jugement dernier, et il dit ceci: si au moment du jugement dernier, un seul de ces petits, là, un seul de ces petits qui m'ont été confiés, si un seul de ces petits se lève et dit j'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger, j'étais en prison et tu ne m'as pas visité, vous connaissez la suite du texte, et Jean-Marie conclut en disant qu'est-ce que moi je pourrais lui répondre. Voilà. Donc pour lui, c'est une espèce d'inquiétude spirituelle très forte de ne pas répondre à la totalité des besoins et des pauvretés. Voilà. Troisième point que les fondateurs ont en commun, donc la première c'est capacité de voir, deuxième capacité à sentir, et la troisième capacité à agir. Ce sont des hommes d'action. Et ils réussissent un mélange assez subtil entre une forme d'utopie, parce qu'ils se lancent dans des projets qui sont un peu fous, et en même temps un esprit extrêmement pratique, extrêmement pragmatique. Jean-Marie Lamennais est quelqu'un d'excessivement pragmatique, et quand on parcourt son courrier, on a plus de renseignements sur des choses techniques, y compris la taille de la planche qu'il faut pour construire une maison en Martinique, hein, et la hauteur des pieds des lits, et le nombre de clous, que sur des grandes dimensions spirituelles. Mais à côté de ça, c'est aussi un spirituel. Ils ont ces capacités-là. Et ils mettent leur talent d'administrateur, leur talent de gestionnaire, leur talent de conducteur d'hommes au service de ce qui pourrait paraître à certains une utopie. Voilà. Si je reviens un peu à mon plan, une troisième partie, on peut essayer de voir à peu près ce que Jean-Marie Lamennais a fait, c'est-à-dire que cette conviction, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a senti, comment est-ce qu'il l'a mis en acte? Il a perçu, et vous voyez bien que c'est quelqu'un qui lit les événements avec une acuité particulière, il a perçu un danger. Et ce danger, il l'a perçu de manière plus précise au moment où Carnot, qui était ministre, a fait un projet. Nous sommes là en 1815. Où Carnot essaye d'organiser l'enseignement primaire. L'enseignement primaire qui jusque-là n'a intéressé personne. Hein? Si on regarde l'histoire, aucun gouvernement, que ce soit l'Ancien Régime, que ce soit la Révolution, que ce soit la Restauration, et puis après même encore avec Napoléon, personne ne s'intéressait à l'enseignement populaire des petits-enfants. Donc en 1815, il y a quand même des projets qui se lancent. C'est un projet qui se lance par Carnot, donc c'est sous la Restauration, où on va essayer
de créer un peu un monopole, on essaye, enfin il veut, créer un monopole autour de l'éducation populaire, autour de l'éducation primaire, qu'il mettrait entre les mains de ce qu'ils appellent l'université, qui est un comité qui est chargé de ça, et puis où on va essayer d'imposer une méthode pédagogique particulière qui est connue sous le nom de la méthode mutuelle, la méthode lancastérienne, donc Lancaster, ça vient de là, qui avait au moins un avantage, c'est qu'elle permettait de faire la classe à un très grand nombre de jeunes en même temps, et donc peu de maîtres, un très grand nombre de jeunes, économie de moyens, c'est quelque chose qui existait déjà à l'époque. Voilà. Jean-Marie Lamennais, à l'époque, a senti à travers ça un danger. Il ne s'est pas tellement opposé à l'enseignement mutuel à cause de la technique pédagogique, bien qu'il avait quelque chose à dire. Entre autres choses, pourquoi est-ce que l'on pouvait enseigner à 500 ou plus, je crois même qu'en Angleterre, ils ont été jusqu'à 1000 élèves à faire la classe dans des halls de gare. Pourquoi est-ce que l'on pouvait? Tout simplement que le maître faisait travailler des moniteurs. C'est-à-dire certains des enfants étaient chargés d'enseigner des petites tâches éducatives à d'autres enfants. Il y avait tout un système très hiérarchisé qui permettait ça. C'est pas tellement ça que Jean-Marie remettait en cause, parce que lui-même a utilisé cette méthode du tutorat plus tard. Mais ce qu'il remettait en cause à travers cette méthode-là, c'était d'une part les présupposés philosophiques qu'il voyait en dessous. Et les présupposés philosophiques qu'il y avait en dessous, c'était ceux de la philosophie des Lumières. Voilà. Et ça m'inquiétait un peu. Au niveau de la méthode elle-même, il jugeait qu'elle était incapable de véritablement assurer une éducation véritable et particulièrement une éducation globale qui prenait l'enfant dans toutes ses dimensions. Et puis, la troisième chose qu'il percevait, c'est que ceux qui étaient les promoteurs de cette forme particulière avaient des intentions cachées, pour se cacher ça d'ailleurs, enfin, qui n'étaient pas tout à fait explicites, mais qui étaient tout simplement de s'emparer de la totalité de l'éducation et de confisquer l'éducation qui était faite jusque-là par l'Église. Voilà. Donc il va faire un contre-projet. Et c'est là où on peut parler d'une certaine forme d'utopie, d'une certaine forme d'ambition de Jean-Marie Lamennais. Je vous livre cette citation-là, faite lors d'une allocution, devant des parents. Il disait ceci: « Nous voulons avant tout préserver la jeunesse des erreurs qui trop souvent l'égarent, des périls. »